Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. On va parler évidemment de la campagne des Européennes. On est à 11 jours désormais du vote des Français. Mais d'abord le sort des salariés d'Ascoval dans votre département du Nord qui pensaient donc avoir retrouvé un repreneur solide, une entreprise britannique, entreprise qui est finalement au bord de la faillite. On l'a appris hier. Est-ce que l'État s'est fait avoir dans cette affaire ? Bon, je crois que sur la situation de British Steel, en réalité, il s'agit d'un coup de poker menteur entre British Steel et le gouvernement britannique. Parce que le gouvernement britannique doit donner de l'argent, normalement, de l'argent à British Steel pour qu'il puisse maintenir son activité, sans quoi 5000 emplois seraient menacés là-bas. Donc je crois qu'il y a une petite partie de poker menteur entre l'entreprise, le groupe et le gouvernement britannique, surtout que British Steel a précisément racheté Ascoval dans le but d'être à dimension européenne pour qu'en cas de Brexit dur, ils puissent continuer à bénéficier de certaines aides ou exonérations. Donc je crois qu'il y a une partie de poker menteur qui se fait sur le dos des salariés d'Ascoval. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'en 2015, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, s'était engagé à la pérennité du site sur place. Devenu président de la République, il avait l'occasion de redire aux salariés d'Ascoval « Vous pouvez dormir sur leurs deux oreilles ». Eh bien, cette promesse-là n'est pas tenue, parce que les salariés d'Ascoval, pour ceux que j'ai eu notamment au téléphone hier, bien évidemment, cette actualité les inquiète. Eux qui ont eu à subir ça plusieurs fois. Rappelez-vous que fin 2018, il y avait déjà eu un premier repreneur, franco-belge, Altifort, dont on apprenait 2 mois après qu'il n'avait pas les fonds. Donc, rebelote, ça a recommencé. Puis maintenant, ils apprennent que, alors qu'il y a 2 semaines, British Steel les a repris, que potentiellement ils seraient menacés de faillite. Bon, moi du coup je veux essayer d'être rassurant pour eux ce matin, leur dire que l'activité doit se pérenniser, mais ça n'est pas suffisant. L'État doit prendre ses responsabilités et s'engager devant les salariés d'Ascoval à ce qu'en cas de coup dur, quel qu'il soit, il y ait une nationalisation sans condition, fût-elle temporaire. Parce que de toute façon, nous avons besoin d'une telle industrie. Ascoval, c'est une des plus modernes d'aciéries d'Europe qui fait de l'acier fin. Ses clients sont le secteur du transport, de l'énergie. Nous avons besoin de cette industrie pour faire la transition écologique. On ne peut pas laisser cette industrie se déliter. Si je vous entends bien, Adrien Quatennens, vous êtes rassurant aujourd'hui, ce matin, sur le sort du site d'Ascoval. Il n'est pas menacé. Il s'agit, vous l'avez dit, une partie de poker menteur entre British Steel et le gouvernement britannique. Si j'en crois le communiqué publié par British Steel lui-même, il réaffirme, le groupe réaffirme que le site d'Ascoval n'est absolument pas menacé. Et on sait précisément qu'à 10 jours du scrutin européen et sur fond de Brexit là-bas, avec l'absurdité qui consiste à les faire voter aux européennes en Grande-Bretagne après le Brexit, il y a justement des rapports de force politiques. Mais donc il n'y a pas de raison de nationaliser. Si, ce qui n'est pas supportable, je vais vous dire, en tout cas il faut s'engager à nationaliser en cas de coup dur. Vous ne pensez pas que ça va faire fuir les éventuels repreneurs, les menacer de nationaliser une entreprise ? Mais au contraire, c'est pas une menace, y compris pour le repreneur, mais même pour les clients. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'activité tourne sur place. Et donc, je pense qu'il faut simplement signifier, y compris aux salariés et aux clients d'Ascoval, les clients de cette aciérie, que s'il y avait la moindre difficulté, l'État serait prêt à faire ce qu'il faut et à s'engager, tout simplement à respecter la promesse de M. Macron qui disait aux salariés « La pérennité du site n'est pas menacée et vous pouvez dormir sur vos deux oreilles ». Honnêtement, ces multiples rebondissements, c'est insupportable pour ces salariés et leurs familles. Donc l'État doit prendre ses responsabilités, traduire les paroles en actes. Les Européennes, Adrien Quatennens, les sondages vous donnent pour l'instant très loin du score réalisé par Jean-Luc Mélenchon à la dernière élection présidentielle. Est-ce que vous pensez encore pouvoir créer la surprise le 26 mai ? Bien sûr. Ce que nous disent les enquêtes d'opinion que vous évoquez, c'est surtout d'abord que pour le score qui nous est donné aujourd'hui, la solidité du choix est bien présente, mais c'est vrai que nous pâtissons le plus de l'abstention et de la résignation finalement. Alors moi, je lance un message depuis votre antenne. S'abstenir le 26 mai, c'est faire un cadeau à M. Macron qu'il ne mérite pas. Moi, je pense précisément que M. Macron parie sur l'abstention des gilets jaunes, des gilets de toutes les couleurs d'ailleurs. Toutes celles et ceux qui sont mobilisés contre sa politique ont mis en avant son inconséquence en matière climatique, en matière sociale. Et je pense qu'il faudrait précisément aller au bureau de vote comme on va sur des ronds-points. Mais pour vous, Adrien Quatennens, pour vous, c'est une élection européenne ou c'est un référendum anti-Macron ? Mais c'est les deux, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, au mois d'août, avant même le moment des Gilets jaunes, nous avions dit que ce sera une élection anti-Macron pour la raison que l'essentiel des lois qui sont à voter ici au Parlement national sont traduites de directives européennes. Prenez l'essentiel des lois qu'on fait parler lors de ce début de quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour l'essentiel, ce sont les traductions de directives. Macron, c'est la Troïka, la Commission européenne, à domicile. Donc finalement, mettre un bulletin de vote pour apprécier et sanctionner la politique d'Emmanuel Macron ici en France, c'est aussi signifier son désaccord avec un certain fonctionnement particulier de l'Union européenne. Donc moi, je vous dis, l'élection européenne n'a qu'un seul tour, ce doit être le tour du peuple. Et il ne faut,
pâtir d'aucune injonction au vote. Parce que je vois aussi comment fonctionnent les sondages. Vous savez, on a inventé l'isoloir pour que les gens se sentent libres de voter dans le secret et sans injonction au vote. Et on a inventé les sondages pour faire l'inverse, c'est-à-dire pour dire de voter pour tel ou tel résultat. C'est une manipulation, les sondages. C'est une manipulation. Mais pas que c'est une manipulation, mais je veux dire, si. on voit bien qu'on les a inventés, les sondages, vous venez de dire, pour inciter les gens à voter dans tel ou tel sens. On voit bien quel rôle il joue. Vous voyez bien comment ça fonctionne. Ça fonctionne comme des injonctions à voter. Et d'ailleurs, ça entretient un espèce de duel prétendu entre M. Macron et Mme Le Pen, qui n'est pas un duel, mais un duo. Les uns alimentent les autres. Je pense que clairement, je vais vous dire, le vote efficace pour ne pas se laisser enfermer dans ce piège du face-à-face Macron-Le Pen, c'est le vote de la France Insoumise et de Manon Aubry. Vous faisiez vos propres sondages. Ça donne oui. Alors justement, précisément, je ne peux pas vous les donner pour une raison simple. Je vais vous le dire, c'est pas parce que je veux pas. J'aimerais bien pouvoir vous les livrer, mais je ne peux pas pour la raison que quand on a un thermomètre comme celui-ci, un outil qui permet d'avoir des sondages, pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir vous les livrer ou pour pouvoir les publier, il faut déposer légalement un institut de sondage que nous n'avons pas fait. Donc ça nous sert de thermomètre interne. Mais les résultats sont différents de ceux qu'on trouve aujourd'hui dans la presse. On en parlera le moment venu, mais en tout cas, que les résultats, si c'est la même fourchette, je peux pas vous en parler en fait précisément. Mais ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire par contre, c'est que ça me donne des indications précises sur ce qu'il s'agit de faire. Nous sommes la force politique sans doute la plus mobilisée sur le terrain. Et ça, c'est un travail de fourmi. Je veux rendre hommage à tous les militants qui sont du matin au soir sur le terrain. Quand nous aurons fini cette campagne, ça fait 8 mois que nous faisons campagne. Notre programme est en circulation depuis 8 mois, pas depuis 72 heures, avec la tartufferie du programme de Madame Loiseau, qui est bourré de contradictions entre ses vœux pieux pour l'Europe et ce que fait M. Macron à l'échelle nationale. Nous, on fait le pari de l'intelligence collective. Ce programme est en discussion. Nous aurons fait presque 500 réunions publiques à l'échelle du pays une fois que cette campagne sera terminée. C'est une belle campagne et chaque jour compte pour convaincre. Si Emmanuel Macron mène effectivement une politique antisociale depuis 2 ans, pourquoi vous ne retrouvez pas le niveau de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle? Mais je viens de vous dire à l'instant... Vous nous avez dit qu'il y a une faible mobilisation de notre électorat. Mais bien pourquoi l'électorat ne va pas massivement, au moins dans les enquêtes d'opinion, déclarer qu'il vote pour vous? Regardez ce qui se passe. Quand en 2005, les Français se prononcent contre les traités européens, par le vote, dans une campagne qui avait plutôt intéressé les Français à cette époque, et que tout de suite après, on foule aux pieds leur vote en ne respectant pas la souveraineté populaire. Ça participe finalement de cette résignation ensuite qui est alimentée. Mais moi, j'alerte. Il y a une résignation de votre électorat. Mais il y a une résignation de l'électorat tout court. Enfin, 40% de participation annoncée, c'est très faible. Donc moi, je veux dire une chose... C'est à peu près le même étiage qu'il y a 5 ans. Oui, mais c'est problématique. Moi, ce que je veux dire, c'est que véritablement, dans l'isoloir, le bulletin de vote du plus modeste a le même poids que le bulletin de vote du plus riche. Le bulletin de vote de l'employé a le même poids que le bulletin de vote du patron. Il ne faut laisser votre voix à personne. Faire le choix de s'abstenir, c'est laisser le tapis rouge, y compris à l'électeur de M. Macron, qui lui va être mobilisé, va mettre son réveil matin à 8h pour aller voter. Donc le 26 mai, je dis à tout le monde, déplacez-vous. Et si vous le choisissez, ce peut être une partie de l'acte 28 du mouvement de contestation populaire que l'on connaît depuis 6 mois. Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord, et Renaud Déby. Vous dites, Adrien Quatennens, votre tête de liste Manon Aubry aussi, qu'il ne faut pas laisser Emmanuel Macron remporter cette élection européenne. Mais on voit qu'il y a une seule liste qui semble en mesure peut-être de devancer celle de Nathalie Loiseau. C'est celle du Rassemblement national. Et précisément hier, un conseiller régional de La France Insoumise de Rhône-Alpes, qui est un ancien conseiller de Jean-Luc Mélenchon, Andrea Cotarac, a appelé à voter pour le Rassemblement national. On l'écoute. Emmanuel Macron a catalysé la colère des Français, la colère sociale, d'inégalité territoriale, d'inégalité fiscale. Et donc j'appelle à voter pour la seule liste finalement souverainiste qui met en avant l'indépendance de la France. Et cette liste, c'est la liste de M. Bardella. C'est un élu, La France Insoumise, c'est un de vos camarades qui prend cette position. C'est d'abord un sérieux coup monté. On apprend qu'il discute depuis quelques semaines avec Marine Le Pen, avec le Rassemblement national. Bon, c'est le coup monté de fin de campagne pour essayer d'influer sur notre situation, mais ça n'a pas d'effet pour la raison que personne ne peut s'y tromper. C'est une trahison politique et un naufrage personnel. Alors qu'il est encore membre de La France Insoumise. Ah non, il est exclu séance tenante parce que supporter que nous soyons dans l'histoire comme tous les jours les ennemis et les adversaires résolus de l'extrême droite. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que quand on voit sa théorisation hier sur le plateau de BFM, on voit que la charpente politique est assez faible. Il a perdu sa boussole, ce garçon. Parce que comment on peut croire que Mme Le Pen puisse être le recours à M. Macron, ce qu'il nous explique, alors que Mme Le Pen court après M. Macron sur un tas de sujets économiques et sociaux. Mme Le Pen est celle qui veut que nous travaillions plus. Elle dit 39 heures payées 39. Alors que les Français réclament des hausses de salaire, elle est celle qui court les plateaux télé pour dire qu'elle est contre la hausse du SMIC. Mme Le Pen a des alliés autrichiens qui votent la semaine de travail à 60 heures. Elle a pour principal allié, ici à côté de chez nous, en Italie, M. Salvini, qui court après M. Macron pour faire la flat tax en matière de fiscalité et qui est très satisfait de la politique d'asile et immigration de M. Macron. Donc je vais vous dire une chose, il s'est laissé avoir comme un bleu
de manière pitoyable par le prétendu duel organisé entre Macron et Le Pen. À l'échelle du vieux continent, les Macron, Merkel et Juncker nourrissent les Salvini, Orban et Le Pen. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Donc le 26 mai, ce qu'il s'agit de faire par la mobilisation, c'est d'empêcher que se rejoue précisément ce second tour pourri qui avait prisonnier beaucoup de Français en 2017 à la présidentielle. Et le vote efficace pour éviter ce piège, c'est le vote de Manon Aubry et de la France Insoumise. Est-ce que vos critiques du fonctionnement de l'Europe, vos critiques de l'Europe depuis déjà un certain temps à la France Insoumise n'ont pas nourri un courant souverainiste? C'est pas le premier à vous quitter. Il y a eu d'autres cadres, Georges Kuzmanovic qui était le conseiller défense de Jean-Luc Mélenchon, François Coq. Il y a d'autres cadres souverainistes de la France Insoumise. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Qui quitte le mouvement. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion sur le fond. Quand on parle, y compris de souverainisme, de vous quoi êtes parle-t-on? souverainiste ou pas? Moi, je ne connais qu'une seule souveraineté, la souveraineté du peuple. Vous êtes souverainiste? Quand on parle de... Je viens de vous répondre. La seule souveraineté que je connaisse est la souveraineté populaire, la souveraineté du peuple. Vous êtes démocrate. Si le cadre national est le cadre qui permet de rendre opérationnelle cette souveraineté, alors c'est au niveau de la nation. Mais quand on parle de souveraineté nationale, de quoi parle-t-on? Moi, je crois à la souveraineté populaire. Et je veux pas qu'il y ait de confusion. Est-ce qu'il peut y avoir une souveraineté populaire à l'échelle européenne? Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour la raison que le cadre posé ne convient pas. Moi, je vous dis à grands traits mon diagnostic, le diagnostic de la France Insoumise est celui que porte Manon Aubry sur l'Union européenne. L'Union européenne de nos rêves est morte. Supportez-le. Elle est en cours de dislocation. Le Brexit en est un des symptômes, pas de notre fait, du fait des tenants actuels de l'Union européenne. D'ailleurs, moi, je ne dis pas qu'il faut sortir de l'Europe. Ça n'a aucun sens. L'Europe, c'est de la géographie. Moi, je fais de la politique. L'Union européenne, c'est une construction politique. Il faut la regarder. Aujourd'hui, ce qui subsiste de l'idéal européen de coopération entre les peuples avec lesquels nous sommes d'accord, c'est uniquement un marché. Un marché qui organise méthodiquement, scrupuleusement, le dumping social et fiscal, avec la directive travail détaché. Un marché qui empêche de faire la planification écologique. Parce que je vous le dis aussi, ça fait 20 ans qu'on nous vend l'Europe sociale et écologique. Il n'y a pas d'Europe sociale et écologique possible dans le cadre de traités qui interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Qu'est-ce qu'on fait des traités, justement, Adrien Quatennens? Qu'est-ce qu'on fait des traités? Est-ce qu'on les réécrit? Est-ce qu'on les déchire? Ou est-ce qu'on s'adapte à l'intérieur de ce cadre? En 2005, par référendum, les traités, les Français ont dit non. Refusés. Et dans plusieurs pays de l'Union européenne, c'est le cas. Donc d'abord, c'est une cicatrice ouverte. Manon Aubry, c'est aussi l'héritière de ce nom de 2005 des Français au traité européen. Ensuite, dire une chose, quand il y a un vote, on le respecte. Ouais. En 2007, M. Sarkozy a piétiné ce vote. M. Hollande se fait lire en disant il faut renégocier les traités. Ça, c'était il y a 15 ans, Adrien Quatennens. Aujourd'hui, les traités sont toujours là. Et aujourd'hui, M. Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pire. Il contourne non seulement la souveraineté populaire, mais même le Parlement, en, par exemple, validant l'accord de libre-échange avec le Canada, le climaticide traité CETA, qui foule aux pieds les accords de la COP21. Aujourd'hui, on sort des traités, Adrien Quatennens. Jean-Luc Mélenchon dit il faut sortir des traités. Voilà, et c'est précis. Il n'y a point de salut pour l'Union européenne dans le cadre de traités qui empêchent de faire la modélisation sociale et fiscale. Tout seul, ou est-ce qu'on sort avec d'autres pays? Mais évidemment qu'il faut le faire à plusieurs. Enfin, sur le papier, ça semble logique de considérer que... Vous voyez d'autres pays qui pourraient nous suivre mais précisément, raison pour laquelle nous nous présentons devant les suffrages des électeurs dans le cadre d'une coalition européenne qui s'appelle Maintenant le Peuple, où vous avez plusieurs pays, je pense aux Portugais, aux Espagnols, aux Finlandais, aux Danois, qui partagent nos vues pour dire... Ce n'est pas nous, ce ne sont pas nous les responsables de la dislocation en cours de l'Union. Ceux qui sont en train d'œuvrer à cette dislocation sont actuellement au pouvoir. Donc nous proposons une solution. Vous citez des partis qui partagent vos vues, pas des gouvernements. Ce ne sont pas des gouvernements en place. Mais en tout cas, pour vous dire que nos positions ne sont pas isolées dans l'Union européenne. Non, mais elles sont minoritaires. Moi, je vais vous dire ce qui m'intéresse plus que le cadre dans lequel on travaille sont les objectifs politiques. Quelques propositions très rapides. La France Insoumise, avec sa coalition Maintenant le Peuple, propose d'établir la règle verte en Europe. C'est-à-dire faire en sorte que toute l'économie se donne pour objectif de solder le défi climatique. N'est-ce pas plus passionnant et enthousiasmant comme défi politique que de faire la concurrence libre et non faussée? Ensuite, nous voulons garantir les droits sociaux. Et donc abolir, et je crois que nous sommes la seule liste à le proposer, abolir cette directive du travail détaché qui organise le dumping social et l'esclavage moderne au sein de l'Union européenne. Et enfin, et peut-être c'est sans doute le plus important, y compris dans le contexte que nous connaissons, œuvrer méthodiquement à la paix. La paix, c'est une construction politique patiente et méthodique. Et je ne suis pas d'accord pour que le seul projet qui nous est proposé par M. Macron et Mme Merkel pour essayer de réenchanter l'Europe, ça soit l'Europe de la défense, arrimée à l'OTAN et aux États-Unis d'Amérique, et donc préparer la guerre. Pas d'armée européenne? Non, absolument pas. Et il faut sortir de l'OTAN. Il faut sortir de l'OTAN. Donc pas d'alliance. Évidemment, la guerre froide est terminée, vous en êtes d'accord. Donc nous n'avons plus rien à faire dans l'OTAN, qui est effectivement une coalition à la botte des Américains, qui nous fait perdre justement notre indépendance. Et j'insiste sur ce point. En matière de géopolitique, supporter que l'indépendance, ça n'est pas l'isolement. L'indépendance, c'est la condition sine qua non pour être une puissance médiatrice. La seul organisme que la France Insoumise reconnaisse au niveau international, c'est l'ONU.
Voilà ce que nous disons. Et pas l'OTAN des Américains. Passer une alliance pour se défendre, ce n'est pas forcément une alliance de subordination. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi hostile à une défense européenne, à la concrétisation d'une armée européenne, par exemple, comme alternative à l'OTAN précisément? Pour se défendre de quoi précisément? Vous pouvez m'expliquer? Peut-être pour envoyer au Sahel. Aujourd'hui, il n'y a pas de peuple européen aujourd'hui. Il y a des peuples nationaux. Moi, je suis pour une Europe de la coopération entre les peuples. Voilà ce que nous proposons dans le monde. Il n'y a pas de déséquilibre évidemment géopolitique qu'il y en a. Et d'ailleurs, si vous parlez de en Crimée, parlons-en de déséquilibre géopolitique. Actuellement, la politique de l'Union européenne arrimée à l'OTAN participe à des actions qui justement renforcent ces déséquilibres politiques. Vous pensez que suivre les Américains qui ont des dépenses militaires qui sont sans commune mesure avec ce qu'on peut faire ailleurs, qui sont absolument à des niveaux incroyables, précisément parce que, comme les États-Unis d'Amérique sont en déclin économiquement, ils dépensent beaucoup en termes de puissance militaire parce que c'est leur seul salut qui passe par là. Si les Russes ont envahi la Crimée, Adrien Quatennens, l'OTAN n'y est pas pour grand-chose. Non, mais sur ce la point, menace à l'Est, nous sommes uniquement à l'OTAN. Précisément, nous sommes pour qu'il n'y ait d'alignement de nulle part, ni sur les Russes, ni sur les Américains. Nous voulons être une puissance Comment on pèse médiatrice entre ces deux blocs-là, plus les Chinois, si on n'a pas militairement quelque chose à dire? Mais si pourquoi militairement? Déjà diplomatiquement. Ouais. Le fait que la parole de la France pèse en Europe, ça compte. Le fait que elle pèse aussi parce qu'il y a la force nucléaire derrière, la parole de l'Europe pèserait davantage sur la scène internationale si elle n'était pas comme cela arrimée à l'OTAN, aux États-Unis d'Amérique. Donc la paix est l'essentiel et il faut parler de la paix aussi menacée à l'occasion de ces élections européennes. Et donc pour nous, ça passe par la sortie de l'OTAN. France Info. Adrien Quatennens, Emmanuel Macron réunit aujourd'hui à Paris un grand sommet consacré à la régulation des réseaux sociaux et au premier d'entre eux, le groupe Facebook. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, ce réseau social est devenu en partie un outil de propagande? Ça a le mérite d'être clair. Je crois que, notamment sur la campagne américaine de Donald Trump, on a eu quelques éléments qui montraient que derrière, on pouvait utiliser via des sondages le fait d'aspirer tous vos fichiers amis de manière à pouvoir envoyer des messages ciblés qui disparaissent par ailleurs sur Facebook. Ensuite, il y a un très bon documentaire d'ailleurs de Spicy que j'invite à aller voir qui le résume bien et qui avait été diffusé sur une chaîne française. Bon, clairement, oui, il faut réguler parce qu'après se pose la question du coup de votre capacité à convaincre en période électorale s'il y a ce type de pratique sous le manteau. Donc bien évidemment qu'il faut réguler. De la même manière, je crois qu'il est temps maintenant de passer à l'action sur la responsabilité des réseaux sociaux dans les commentaires, etc. et tout ce qui peut être publié et participer finalement de l'ambiance. Ce que prévoit une loi qui doit voir le jour dans les mois qui viennent en France, qui devrait obliger les plateformes à les retirer sous 24 heures sous peine d'amende. Nous devons mener la bataille pour qu'il y ait des directeurs de publication dans ces groupes. Parce que vous, par exemple, sur votre antenne, s'il y a des propos qui tombent sous le coup de la loi, il y a un directeur de publication qui est responsable évidemment. Eh bien, je pense que pour les réseaux sociaux, ça devrait être pareil. Il faudrait que Facebook, Twitter et tous les autres soient responsables de ce qui est publié sur leur plateforme. On ne peut pas continuer à fonctionner avec cette irresponsabilité ambiante. Vous utilisez Facebook ? Évidemment, pour faire exclusivement de la politique. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais utilisé à titre personnel. J'ai commencé à l'utiliser pour la politique, bien évidemment, parce que c'est un outil qui est utile dans la mesure où ça permet de décloisonner les réseaux sociaux au sens large, pas que Facebook. Ça permet de décloisonner aussi le débat politique. Aujourd'hui, vous faites un discours à l'Assemblée nationale, il n'intéresse pas seulement vos collègues députés, tout le monde peut le retrouver en direct. Donc c'est un outil utile. Maintenant, on n'est pas dupe non plus de ce qui est en train de se passer et du resserrement sur l'usage, dans la mesure où il y a tous ces algorithmes, etc., qui font que finalement, vous êtes enfermé dans un panel de gens qui sont plutôt d'accord avec vous idéologiquement. Donc pour en sortir, il faut aussi réguler et permettre que ce soit véritablement un réseau social digne de ce nom. Et vous dites qu'il faut s'en prendre, qu'il faut combattre l'irresponsabilité sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça passe notamment par la levée de l'anonymat ? Alors, je ne suis pas d'accord avec la levée de l'anonymat. Je pense que précisément, le fait de nommer des directeurs de publication permet donc de responsabiliser les plateformes pour qu'effectivement, dans un temps record, elles puissent supprimer des commentaires qui tomberaient sous le coup de la loi. Mais je ne pense pas que la levée de l'anonymat soit une bonne solution pour une raison qui m'inquiète. C'est que si c'est un réseau social, il faut que tout le monde se sente libre de participer au débat. Or, on peut craindre que, notamment, s'agissant de débats politiques, des gens n'aient pas envie que leur employeur ou que leurs collègues connaissent leur position politique. On peut le supporter parce que sinon, derrière, il pourrait y avoir des conséquences. Donc je crois que ce n'est pas l'anonymat le problème. Le problème, c'est l'irresponsabilité ambiante, notamment de ces groupes. Et donc, bien évidemment, il faut réguler. Adrien Quatennens, vous avez, à la France Insoumise, déposé un recours devant le Conseil constitutionnel sur les temps de parole décidés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour cette campagne des européennes. Qu'est-ce que vous reprochez précisément ? Quand on regarde les temps de parole qui sont accordés à La République En Marche, au Rassemblement National, et qu'on voit le temps de parole de beaucoup d'autres listes, on voit bien qu'il y a un déséquilibre très important. Vous parlez du temps de parole en général dans les médias ou de la campagne officielle, c'est-à-dire des petits spots radio et télé qui sont diffusés sur les chaînes publiques? En l'occurrence, c'est sur la campagne officielle que porte notre recours. Manon Aubry, notre candidate, a annoncé hier ce recours. On attend de savoir ce qu'il en est. Vous savez,
On a fait ce diagnostic ensemble depuis tout à l'heure que ce 26 mai, malheureusement, intéresse peu. Moi, je précise que ce 26 mai ne peut pas être considéré comme un à côté du mouvement de contestation populaire qu'on connaît depuis 6 mois. Il faut donc que les gens se mobilisent. Et pour les aider à se mobiliser, encore faut-il s'en donner les moyens. Enfin, de la même manière, parlons-en un instant sur l'inscription sur les listes électorales. Quand tout le monde, sur tous les bancs politiques, déplore l'abstention, normalement, on se donne des moyens pour faire en sorte de lutter contre. Qu'a fait le gouvernement pour véritablement faire en sorte que les gens retournent au vote? Est-ce qu'il y a eu des campagnes intensives d'inscription sur les listes électorales? Non, il y a eu très peu de choses. Et c'est nous, les militants de terrain, à la France Insoumise notamment, qui avons eu à sillonner le pays jusqu'à la fin du mois de mars avec nos caravanes. Et je salue une nouvelle fois les militants. D'abord, pas pour dire qu'il faut voter pour la France Insoumise. Bien sûr, après, on explique pourquoi c'est mieux et pourquoi c'est plus opérationnel. Mais pour dire aux gens, allez voter, allez avoir voix au chapitre et ne laissez pas se jouer ce piège entre Macron et Le Pen, c'est-à-dire rejouer le deuxième tour de la présidentielle sans avoir voix au chapitre, sans porter une alternative sociale, écologique conséquente. Parce que, j'insiste sur ce terme, conséquente, parce qu'on a aussi beaucoup de slogans dans cette campagne, et je crois qu'y compris sur l'écologie, la liste de la France Insoumise, elle se charge, compte tenu de ses propositions, d'avoir des propositions conséquentes. Vous pourfendez souvent l'influence de l'Allemagne sur la construction européenne à la France Insoumise. Vous dénoncez une Europe allemande et de voir souvent la France se soumettre aux oukases de l'Allemagne. Est-ce que vous vous réjouissez depuis plusieurs mois de voir Emmanuel Macron tenir tête à Angela Merkel sur plusieurs dossiers, sur le budget de la zone euro, sur le maintien du Parlement européen à Strasbourg, sur le siège de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies? Pour l'instant, il y a trop peu d'effets. Je crois que le leader Macron en Europe, vous soutenez ses positions contre Merkel, en tout cas. En tout cas, le diagnostic, si Emmanuel Macron partage notre diagnostic, ça reste à vérifier, selon lequel effectivement il y a un problème du fait que toute l'Union européenne est finalement mise à la solde des intérêts particuliers allemands. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas être bons amis et partenaires, entendons-nous. Ça veut dire que nos intérêts ne sont pas, notamment économiquement, les mêmes. L'Allemagne a plutôt une démographie vieillissante, nous avons une population jeune, ils ont des retraites par capitalisation, donc besoin de cours de bourse élevés, nous avons des retraites par répartition. Vous voyez bien que le modèle n'est pas le même. Les prises de position d'Emmanuel Macron sont encourageantes à vos yeux? Emmanuel Macron, regardez, pardon, il a fait sa tribune dans plusieurs pays européens, dans plusieurs langues européennes. Oui. Tout le monde s'en fout. Je veux dire, sa parole à l'échelle européenne ne pèse rien, précisément parce que la France n'a pas cette parole indépendante forte et ne joue pas son rôle de réorientation de l'Union européenne véritablement. Monsieur Macron est un des tenants principaux de cette Union européenne libérale. On nous disait que après sa conférence de presse de l'autre jour, plus rien ne serait comme avant. On voit bien dans son action quotidienne, encore aujourd'hui, combien Emmanuel Macron, c'est dorénavant, tout sera comme auparavant. Eh bien, le 26 mai, il faut empêcher ça. Certainement pas avec le vote de Madame Le Pen, mais avec le vote de la France Insoumise et de Manon Aubry. Merci à vous, Adrien Quatennens. Merci à vous de m'avoir invité.